Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cet atelier qui va porter spécifiquement sur la santé mentale chez les jeunes en milieu rural. Alors je me présente, donc je suis Ophélie Cluzel, conseillère juridique et technique au sein de l'Union nationale des CCAS et spécifiquement en charge de la santé mentale. Alors, je suis accompagnée de Madame Mireille Hilla, adjointe au maire de la ville d'Agno et en charge des solidarités actives et de la santé, et également vice-présidente du CCS d'Agno. Ensuite, je suis accompagnée de Madame Laurie Pierre, responsable de l'unité santé mentale au sein du CIAS du Pays Voironnais, et de Madame Alexandra Bacco, adjointe à la direction du CIAS du Pays Voironnais également. Alors il s'agit d'un atelier d'échange de bonnes pratiques qui vise à vous présenter en fait des dispositifs qui sont déployés via les CCAS et les CIAS en matière de prise en charge de la santé mentale chez les jeunes. C'est un atelier qui va se diviser en deux temps. Donc d'abord, je vais laisser la parole aux CCAS et aux CIAS qui vont vous présenter les dispositifs qu'ils mettent en place sur leur territoire. Et ensuite, on aura également un temps de questions-réponses et d'échanges avec la salle. Et il y a aussi des participants qui sont présents en visio. Donc on aura aussi peut-être des questions en distanciel. Alors pour introduire cet atelier, je voudrais vous donner quelques chiffres autour de la santé mentale chez les jeunes. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans, on voit qu'ils se préoccupent moins de leur santé mentale ou de leur bien-être que leurs aînés. Ils consultent d'ailleurs moins les professionnels de santé. Les passages aux urgences pour tentative de suicide ont bondi de 27% après 2020 et la crise Covid chez les 18-24 ans. Et par rapport à la ruralité, je vais aussi vous donner un chiffre. 14% des jeunes de 16 à 29 ans vivent dans un espace à dominante rurale. Alors à l'UNCAS, vous l'avez peut-être vu passer, on a pu lancer une enquête au cours de l'été 2024 sur la santé mentale. On a eu beaucoup de réponses de la part des CCAS et des CIAS. C'est une enquête qui nous a permis de récolter beaucoup de chiffres. Et d'ailleurs, grâce à cette enquête, on a pu construire un guide sur la santé mentale que vous pourrez consulter à la fin de l'atelier. Il est ressorti que parmi les CCAS répondant à cette enquête, que 18% d'entre eux nous ont dit qu'il était nécessaire d'agir sur la santé mentale dans leur commune. Sur les jeunes plus spécifiquement, 66% des CCAS nous ont dit qu'ils accueillaient des jeunes avec des problèmes de santé mentale. On constate donc que les jeunes font partie des publics accueillis par les CCAS et qu'à ce titre, le CCAS peut jouer un rôle pour déployer des dispositifs en faveur de la santé mentale chez les jeunes. En milieu rural ou semi-urbain, le rôle du CCAS est d'autant plus important parce que les jeunes sont davantage impactés par des difficultés d'accès aux soins et également par une mobilité beaucoup plus restreinte. Alors, pour finir cette introduction, j'en ai terminé et je vais vite laisser la parole au CCAS d'Agno, à Madame Mireille Hilla. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler ce matin de santé mentale des jeunes. Je pense que c'est effectivement pas simple, mais à la fois important et urgent d'en parler. J'avais envie de commencer par une définition en fait, de la santé mentale. Ça permet effectivement de prendre la mesure de l'impact sur le quotidien d'une santé mentale en difficulté. Donc la santé mentale, c'est l'état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les stress de la vie, de pouvoir réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et d'avoir effectivement une vie sociale. Donc on parle de souffrance psychique lorsque cet état de bien-être est mis en difficulté, lorsqu'il est mis à mal, lorsqu'il est dégradé. On vous l'avait dit, les crises successives récentes ont particulièrement impacté ce moral, cet état de bien-être. On a vu arriver des jeunes, mais aussi des adultes, avec des troubles anxieux, avec des idées noires, des idées suicidaires, avec passage à l'acte ou pas, avec effectivement des troubles de l'humeur, donc des choses qui effectivement étaient peut-être latentes jusque-là et qui se sont amplifiées ces dernières années.
Les CCAS sont en première ligne. Donc, vous l'avez dit, lorsque effectivement ces détresses psychiques ont un impact sur le quotidien des personnes, aussi bien au niveau du logement, du maintien dans le logement, du travail, des études. Donc là, effectivement, il y a un impact de toutes ces, effectivement, de toutes ces souffrances psychiques sur le quotidien des personnes. Et on voit arriver effectivement au CCS des personnes avec ces difficultés. Alors, je vais faire juste une petite présentation de notre ville. Donc, c'est une ville en Alsace, au nord de Strasbourg, une ville de 36 000 habitants. C'est la ville-centre d'une agglomération de 100 000 habitants, au milieu d'une forêt. Donc, on appelle ça un peu une ville clairière. Les 19-29 ans représentent la deuxième tranche d'âge, avec plus de 20% de la population. On a un CCAS avec une équipe de 12 personnes et 5 travailleurs sociaux. On a la chance d'avoir un beau centre hospitalier dans notre ville avec une unité de prise en charge des addictions, 2 cliniques privées, un certain nombre de médecins généralistes et de professionnels de santé libéraux. On a un centre médico-psychologique qui est rattaché en fait à l'établissement public de santé Nord-Alsace, donc spécialisé pour le coup. 5 psychiatres libéraux, c'est évidemment pas assez. Un CHRS. Et puis, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail, un groupe d'entraide mutuelle. Donc, des diagnostics de santé mentale ont été faits, ont permis de poser certains constats. Vous l'avez dit, de toute façon, effectivement, d'une manière générale, au niveau de la population en général, on voit une augmentation des besoins en santé mentale. Et le marqueur de cette augmentation, c'est par exemple la délivrance croissante d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, d'hypnotiques. Parallèlement, des difficultés au niveau de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie publique, avec des postes vacants, avec des professionnels qui s'installent mais qui repartent. Et à côté de ça, effectivement, une psychiatrie libérale qui ne peut pas absorber tous ces besoins. Si on doit faire un focus sur la santé mentale au niveau de ce diagnostic de santé mentale, donc on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a une augmentation des troubles psychiques, des idées suicidaires, du mal-être, de la file active pour troubles addictifs. Et effectivement, la crise Covid qui est passée par là a majoré toutes ces souffrances. Aussi tout ce qui est effectivement réseaux sociaux, avec les problématiques de harcèlement. Et puis, c'est vrai, une surinformation, un climat général anxiogène pour les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre, nous, en place localement ? Donc, je vais faire un petit focus sur entre autres, le Conseil local de santé mentale qu'on a pu mettre en place dès 2016, donc à la demande de cet établissement public de santé. Et encouragé par l'Association des maires de France, on a pu effectivement installer ce conseil local de santé mentale. On est accompagné pour ce faire de coordinateurs de conseils locaux en santé mentale. Et qu'est-ce que c'est qu'un conseil local de santé mentale ? C'est effectivement une instance qui permet effectivement la concertation, la coordination, alors à la fois avec les services de la psychiatrie publique, avec les élus locaux, pour le coup j'assure la présidence de ce conseil local de santé mentale, les usagers, puisqu'ils sont au centre évidemment de cette instance, c'est pour eux qu'on se rassemble, c'est pour eux qu'on travaille ensemble, leurs aidants, et puis tous les acteurs de santé et de santé mentale du territoire. Alors on peut avoir autour de la table aussi bien des mandataires judiciaires, des associations de familles. On peut avoir les forces de l'ordre, les centres socioculturels, les associations sportives, le CHRS, les bailleurs sociaux, l'ARS, l'éducation nationale. Donc vraiment tous autour de la table, autour de ces questions pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Donc effectivement, la mission principale, c'est la mise en réseau, c'est le partenariat. C'est aussi le partage des difficultés du terrain et les attentes des uns et des autres. C'est aussi le partage d'informations, alors aussi bien sur des formations, sur des colloques, et puis la définition des politiques publiques pour effectivement permettre d'améliorer la santé de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place jusque-là ? Donc, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est accès et maintien dans le logement.
avec par exemple l'élaboration d'un protocole de prise en charge du syndrome de Diogène. Donc là, effectivement, avec un guide, un guide incurie qui permet effectivement de savoir qui fait quoi, parce qu'évidemment, seul, on ne peut pas résoudre ce souci. On travaille donc en partenariat avec les bailleurs sociaux, avec le CHRS local et avec une association qui s'appelle Un Chez Soi d'abord, que vous connaissez peut-être, qui permet effectivement un accompagnement dans le logement, un accompagnement médico-social, psychologique dans le logement. Et c'est le logement qui est pour le coup le premier soin. Ça s'adresse essentiellement à des personnes à la rue, avec des problématiques psychiques. On se réunit aussi en groupe de travail sur des situations psychosociales complexes pour permettre le partage, l'analyse ensemble entre professionnels et pour le coup une intervention qui est coordonnée et le plus en amont possible. Alors toujours avec le souci de trouver l'équilibre entre le partage d'informations et le secret professionnel et le respect des personnes. Mais en fait, en mettant tout ça en place, on arrive à travailler et à avancer ensemble sur des situations psychosociales complexes. Et puis le plus gros travail pour nous du Conseil local de santé mentale, c'est dans la sensibilisation de la population à la santé mentale. Et on accompagne toutes les initiatives qui sont mises en œuvre à l'occasion des semaines d'information en santé mentale, des SISM, qui se déroulent donc traditionnellement en octobre. Cette année, le thème, c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social. Donc en principe, il y a une marche pour la santé mentale, des expositions, des conférences, des tables rondes, des rencontres avec les lycéens, les étudiants sur ces questions. Et cette année, il y aura même peut-être un spectacle, puisqu'effectivement, il y a un souhait de ce type. On travaille en collaboration avec le groupe d'entraide mutuelle, qui est effectivement présent sur notre territoire, s'appelle un GEM. Vous en avez peut-être aussi sur vos territoires. Donc c'est effectivement un lieu qui permet aux personnes en proie à des difficultés psychiques de pouvoir se retrouver, de pouvoir retrouver du lien social. Donc, ils ne viennent pas en tant que malades, c'est en dehors de l'hôpital, ils ne viennent pas en tant que malades, mais en tant qu'usagers, en tant qu'adhérents à ce groupe d'entraide mutuelle, pour monter des projets, pour organiser des temps, des animations, des activités, monter des projets. Et pour le coup, ils sont partie prenante et principal acteur de ces semaines d'information en santé mentale. Je voulais juste citer aussi d'autres travaux qui sont menés, par exemple, par la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé, qui est présente sur notre territoire depuis un peu plus d'1 an, et qui s'est emparée aussi du sujet de la santé mentale, et entre autres de la santé mentale des jeunes, donc avec une table ronde en début de ce mois, qui a permis de mettre en lumière les ressources du territoire et puis de réunir tous les acteurs autour de ces questions. On a vu combien, donc là c'est à l'attention des professionnels, mais ça permet en fait aux professionnels de trouver des réponses en termes d'orientation pour, parfois ils peuvent se trouver les pédiatres ou les médecins généralistes en difficulté par rapport effectivement à leurs patients. On a aussi des dispositifs spécifiques jeunes comme le PAEJ, donc le point d'accueil et d'écoute jeunes, qui est présent aussi sur notre territoire, mais voilà, quelques demi-journées par semaine. Donc c'est une équipe mobile qui va se déplacer, qui va aller vers les jeunes en difficulté au sein de la mission locale ou au sein des établissements scolaires. On aura prochainement, et ça on mesure notre chance d'avoir prochainement l'implantation d'une antenne de la Maison des adolescents qui pour l'instant se trouve à Strasbourg, avec la possibilité d'avoir, là aussi peut-être pas un temps plein, mais en tout cas une psychologue ou un psychologue qui sera présent pour être à l'écoute des jeunes qui pourront effectivement aller dans cette maison des adolescents. On a aussi le travail qui est porté par Unicité, donc par des bénévoles en service civique qui vont proposer des interventions, parler de harcèlement dans les collèges, dans les lycées, avec des demi-classes, des interventions quand même de 1h30 à 2h autour du harcèlement. Donc c'est important le travail aussi qu'ils font au sein des établissements scolaires. On a l'association Jeff, donc qui fait de la pérédance pour tout ce qui est autonomie dans le logement.
Le dispositif mon soutien psy, donc un dispositif qui a été développé depuis peu, hein, qui permet effectivement d'avoir accès à une dizaine de séances de psychologues avec une prise en charge au moins à 50% donc de la consultation par la sécurité sociale. On a 6 psychologues, en tout cas sur le territoire, qui ont adhéré à ce dispositif. Et puis, je voulais insister aussi sur la formation qui a pu être délivrée à la fois aux agents du CCAS, à l'ensemble de l'équipe du CCAS de Haguenau, mais aussi à certains membres du groupe d'entraide mutuelle. Donc, une formation au premier secours en santé mentale, ça permet d'avoir effectivement des outils pour une écoute active, une écoute bienveillante. C'est un premier accueil déjà pour des personnes en difficulté psychique. Et puis, je voulais faire un petit focus aussi sur ce qu'on fait sur Haguenau en termes de prise en charge des addictions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un centre hospitalier général avec une unité de prise en charge des addictions. Et pour le coup, j'allais dire classiquement, une prise en charge de soins en hôpital de jour ou hôpital de semaine, des actions de prévention. Mais on a 2 dispositifs qui sont un peu plus innovants. L'association Ariana, donc c'est Accueil et réduction des risques alcool Nord-Alsace, qui existe depuis 2017. C'était la première structure de ce type en France. Elle existait déjà en Suisse, mais il n'y avait pas d'autres structures en France. Peut-être qu'elle a fait des petits depuis, mais je l'ignore, je l'avoue. En tout cas, elle existe toujours sur notre territoire. C'est une structure qui permet d'accueillir les personnes, mais avec leur consommation. Donc, c'est des personnes qui sont très éloignées du soin, mais qui sont souvent effectivement en isolement, qui consomment seuls, en se cachant. Donc là, elles ont la possibilité de venir, de se poser, de venir avec leur consommation, mais et de consommer si elles le souhaitent, mais en conscience, c'est-à-dire qu'elles vont consommer dans un verre, dans des verres doseurs. Ça permet aussi de prendre conscience de sa consommation. Il y a la présence d'un éducateur, d'un infirmier. Alors, ils sont là, ils sont présents, ils peuvent proposer des activités, des échanges, des temps de partage. Et ça peut permettre, d'une part, de rompre bien sûr l'isolement, et ça c'est le plus important, mais aussi d'amener tout doucement aux soins. Donc certains n'iront pas jusqu'aux soins, mais en tout cas, ils vont réduire au moins pendant le temps de présence dans ce lieu. Donc c'est un local qui se situe dans un joli environnement, en plus un peu vert. Donc très souvent, effectivement, ils ont des activités même en dehors de leur local. Mais en tout cas, c'est un dispositif un peu innovant de prise en charge des addictions. Et on a beaucoup de jeunes qui vont là-bas. Et puis un autre dispositif porté par l'association ITAC, qui est donc là une antenne mobile, un minibus qui se déplace pour le coup sur Haguenau une fois par mois, d'ailleurs à proximité du local d'Ariana, et qui va proposer là aussi une écoute, un accueil anonyme, confidentiel et gratuit à des personnes souffrant d'addiction autre que l'alcool. Ça peut être l'alcool, mais ça peut être d'autres addictions. Mais c'est surtout cette possibilité effectivement de pouvoir se déplacer au plus près des personnes en souffrance psychique. Alors, puisqu'il faut effectivement peut-être parler un petit peu de nos résultats, c'est que effectivement on a des réponses localement. On a donc avec effectivement un conseil local de santé mentale. On a eu la chance aussi l'année dernière d'organiser des assises des solidarités. Donc ça permet tout ça d'avoir une bonne connaissance entre les différents partenaires et les différents dispositifs, de travailler en réseau, c'est vraiment pour moi essentiel. D'avoir donc avec maintenant l'installation de cette CPTS, des tables rondes à l'attention des professionnels. Ça permet aussi pour les professionnels de mieux se connaître et de travailler ensemble et de mieux connaître les dispositifs et de mieux orienter. On a des interventions dans les établissements scolaires, donc là aussi au plus près des jeunes, donc portées soit par les bénévoles, les volontaires en service civique ou à l'occasion des semaines d'information en santé mentale. Le point accueil écoute jeunes, et puis aussi des initiatives portées par l'éducation nationale, surtout en termes par exemple de harcèlement. On a l'installation imminente donc de l'antenne de la maison des adolescents. Et donc vraiment, je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que l'important surtout pour les jeunes, c'est aussi d'aller vers
mais c'est aussi la difficulté, donc c'est effectivement de repérer ces jeunes, parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont très isolés, qui sont parfois isolés dans leur maison, donc avec un repli sur eux, avec effectivement pour seul interlocuteur le téléphone ou l'ordinateur ou la tablette, et effectivement qui se coupent de tout, même de leur propre famille. Donc effectivement, la difficulté de l'aller vers, hein, c'est pour nous une urgence, une nécessité, mais c'est aussi une difficulté. Et puis les inquiétudes, c'est l'augmentation, bien sûr, c'est l'inadéquation entre la réalité du terrain et des besoins croissants effectivement, de problématiques de santé mentale, mais aussi une réponse au niveau effectivement des praticiens hospitaliers comme libéraux qui n'est pas en adéquation. Voilà pour ma part. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole donc, au CIAS du Pays Voironnais, donc, qui vont également vous présenter les dispositifs qu'ils ont mis en place en matière de santé mentale. Bonjour à tous. Donc déjà, merci beaucoup à l'UNCAS pour l'invitation à venir du coup vous parler de la question de la jeunesse et santé mentale. Dans quelle mesure est-ce une triple peine ? Peut-être en préambule, juste dire que pour moi, la jeunesse, c'est d'abord pluriel. Donc c'est vrai que je pense que c'est important de considérer d'abord les jeunes avec leurs particularités, leurs singularités, et du coup, en tant que service public, effectivement, d'être en mesure de s'adapter aussi à leurs différentes particularités. Donc, pour vous présenter tout d'abord le Pays Voironnais, donc on est situé pas très loin d'ici, à une quarantaine de kilomètres, on va dire dans un quadrilatère entre Chambéry, Lyon, Valence, Grenoble, mais avec surtout une influence sous l'ère grenobloise, un territoire de un peu moins de 100 000 habitants qui s'étend sur 31 communes et dont le nord, enfin toutes les communes situées au nord se caractérisent par un paysage plutôt rural, et le sud concentre plutôt des communes urbaines avec la ville-centre de Voiron qui fait plus de 20 000 habitants. Pardon. Et donc on a vraiment une dichotomie nord-sud avec un nord plus rural et un sud plus urbain. Notre population se caractérise par deux aspects qui ont été pointés dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux menée dernièrement, qui a été réalisée sur ce mandat, et puis la première qui a été réalisée au mandat d'avant, dans le cadre du CIS, et qui révèle qu'il y a une surreprésentation à la fois des personnes âgées de plus de 75 ans et aussi une surreprésentation des familles monoparentales, dont le quart est en situation de pauvreté. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est construit notre politique en faveur des jeunes et de leur santé. Donc avec une petite rétrospective rapide sur 25 ans. Notre communauté d'agglomération s'est créée en 2000, suite à la loi Chevènement, et a acquis dès lors la compétence politique de la ville. Alors notre particularité, c'est que du coup, nous n'avions pas de quartier urbain classé en géographie prioritaire, ce qui fait que les élus de l'époque ont estimé que la jeunesse était l'enjeu premier, puisque sur le territoire, on assistait à un essor démographique, notamment sur le nord du territoire, du fait de la pression foncière avec l'agglomération grenobloise, qui est quand même qu'à 25 km. Et donc, ils ont souhaité qu'on puisse quelque part réaliser une politique des villages pour accompagner le développement des politiques enfance-jeunesse sur le nord du territoire. Donc, on a réalisé un diagnostic, un premier, à la fois avec un axe jeunesse, mais aussi un axe prévention, qui nous a permis de mettre en place à la fois une contractualisation avec la CAF, qui à l'époque s'appelait le contrat temps libre, qui ensuite s'appelait contrat enfance-jeunesse et maintenant contrat convention territoriale globale, et qui nous a permis vraiment d'accompagner les communes et de nous positionner en termes d'ingénierie pour répondre aux besoins des jeunes et des enfants, et de parallèlement créer une équipe d'animation de prévention cofinancée avec le département de l'Isère pour aller vers les jeunes dans l'espace public, effectivement, et à la fois en utilisant des supports collectifs, mais aussi en faisant des accompagnements individuels. Ensuite, on est rentré dans une phase de politique de la ville au sens
noble, si on veut, avec un diagnostic social et urbain qui nous a permis d'accrocher une contractualisation avec les différents partenaires dans le cadre de ce qu'aujourd'hui on appelle un contrat de ville. Et ce qui nous a permis de... Alors, suite à ce contrat, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de mettre dans ma frise, c'est qu'on a fait un diagnostic éducatif aussi sur l'ensemble du territoire. Et ces 2 diagnostics nous ont permis de construire un programme de réussite éducative, non pas uniquement sur les quartiers d'habitat social classés en géographie prioritaire, mais sur l'ensemble du territoire des 31 communes, ce qui était un petit peu à l'époque d'ailleurs un bras de fer avec l'État. Mais qui nous répondait vraiment à l'enjeu qu'on avait identifié, c'est-à-dire que les jeunes, y compris du nord du territoire, pouvaient avoir des difficultés éducatives similaires aux jeunes des quartiers d'habitat social, mais en plus avec une difficulté parfois d'accès aux services et donc quelque part déjà une double peine. Et puis à ce moment-là, on a aussi créé un lieu d'écoute psychologique pour adolescents, Parole Écoute Jeunes, voilà, qui vous sera présenté tout à l'heure par ma collègue. Ensuite, nous avons travaillé sur la mise en place d'un CIAS, donc, donc, où on a du coup acquis la nouvelle compétence action sociale d'intérêt communautaire. Et là, on a pu du coup transférer une partie de ce qu'on avait développé antérieurement. Et puis, grâce à l'analyse des besoins sociaux, on a pu aussi se dire, au regard de ces besoins, qu'est-ce qui serait opportun de développer. Et là, la question de la santé a vraiment été un des axes les plus mis en avant par nos élus. Ça a fait suite aussi à un travail d'enquête qui a été mené auprès à la fois des parents, des jeunes et des équipes éducatives des différents collèges du territoire. Donc on a 7 collèges publics et 3-4 privés. Et donc on a mené une enquête sur le harcèlement des jeunes, entre pairs, PAIRS, et qui faisait suite au constat par des psychologues d'actes malveillants entre jeunes et qui du coup ont voulu vérifier ça et voulu vérifier, objectiver finalement ce phénomène sur notre territoire. Ensuite, on a donc, souhaitant développer sur la santé, on a réalisé un diagnostic social local de santé en vue de la signature d'un premier contrat local de santé et créer un conseil local de santé mentale, donc avec des missions similaires au territoire, au CCAS d'Agno. Et puis, sur ce mandat, comme je disais tout à l'heure, on a lancé une deuxième analyse des besoins sociaux qui nous a permis d'affiner les questions de santé, puisque là, dans ce cadre-là, on a intégré la santé dans les différentes thématiques de l'ABS. Et puis, on a été amené, alors là, on vous présentera l'exemple de l'action sur le forum Mon enfant extraordinaire, qui a été reconduit cette année pour la 2e année, et aussi réaliser un travail plus particulier sur les violences intrafamiliales, puisque suite à l'intégration du centre de planification et d'éducation familiale, qui s'appelle maintenant le centre de santé sexuelle, de par la loi, on est monté en fait en charge en termes d'accueil et de prise en charge des victimes et aussi parfois des auteurs de violences intrafamiliales. Ce qui nous amène très prochainement, là, dans 10 jours, à signer d'ailleurs la deuxième génération de notre contrat local de santé. Voilà, où du coup, qui s'articule autour de 5 axes: le bien vieillir, la santé environnement, la santé mentale, l'accès à la santé des populations vulnérables et l'éducation et la promotion à la santé des jeunes publics. Donc, toutes les actions qu'on va vous présenter sont inscrites dans cet axe en particulier ou dans l'axe santé mentale. Juste dire que voilà, l'ABS, vous le savez, c'est une obligation réglementaire. Comme vous avez pu le voir, on a fait plusieurs zooms thématiques. Et parallèlement, ça me semble important, vous avez pu voir, on a réalisé un certain nombre de diagnostics, mais cette observation sociale, pour nous, a été déterminante en fait pour conduire les politiques qui ont été menées. Et donc, on travaille avec l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, avec qui on s'est mis d'accord avec les acteurs du territoire sur la définition de 50 indicateurs pour avoir un portrait de la population qui puisse être réactualisé et qui puisse être du coup une aide à la décision. La santé mentale, comme je disais, fait partie, est un des axes fondateurs de notre contrat local de santé. Et par ailleurs, comme vous savez aussi, la grande cause nationale 2025.
Donc, en particulier la santé mentale des jeunes, c'est vrai qu'on a le lieu d'écoute Parole Écoute Jeunes, mais que ma collègue Laurie Pierre prendra le soin de vous présenter après. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en termes d'accès à la santé, en particulier des jeunes, et de promotion à la santé auprès des familles, on s'appuie beaucoup sur à la fois le programme de réussite éducative, qui a vraiment développé cet axe santé au sein des accompagnements qui sont menés. Et puis le centre de santé sexuelle qui intervient auprès de nombreux établissements scolaires. Que je regarde un petit peu. On intervient, on a réalisé 230 séances collectives dans les établissements scolaires, ce qui a permis d'intervenir auprès de près de 3000 jeunes. Et puis, on a réalisé, sur l'année 2024, 2000 consultations ont été faites avec les conseillères conjugales et familiales, dont un quart pour les mineurs. Donc, c'est un lieu de soins, un lieu de soins accessible pour tous, gratuit pour les moins de 21 ans, qui est très bien repéré sur notre territoire. Juste vous donner quelques indicateurs. Alors, peut-être que c'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut regarder, c'est juste les couleurs qui montrent à nouveau cette dichotomie. Donc, on a effectivement des indicateurs d'inégalité sociale, territoriale et environnementale de santé, avec, que ce soit au niveau du revenu médian, donc c'est la première carte à gauche, où on voit très nettement le Nord, où on a des revenus plus faibles. Voilà. La deuxième carte, c'est le niveau de diplômés, la part des habitants qui ont peu ou pas de diplôme. Donc là, vous voyez que la partie nord, on est plutôt sur des taux importants. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que souvent, ce qui est exprimé, enfin en tout cas, quand j'ai rencontré les chefs d'établissement de tous les collèges du territoire il y a quelques années, ce qui était ressorti beaucoup sur le Nord, c'était les familles, finalement, ont peu d'ambition sociale pour leurs enfants. Donc c'est vraiment dans une logique aussi de reproduction, on le sait, c'est pas quelque chose qui est propre à notre territoire, mais c'est quand même... voilà, donc nous, notre travail, il est justement de comment on peut lutter contre ces inégalités. La troisième cartographie, c'est la précarité énergétique habitat. Donc on voit qu'on a aussi le nord du territoire là, qui a des plus fortes concentrations, qui est supérieure à la moyenne départementale. Et puis la dernière carte, enfin, c'est le nombre de consultations auprès d'un médecin généraliste, mais d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui vise à prendre en compte à la fois pas uniquement les ressources existantes sur une commune, mais les ressources existantes au-delà des limites communales, et qui permet de mesurer qu'en moyenne, on a... un habitant peut compter sur 4 consultations médicales par an. Et là, on voit bien que le nord du territoire est moins bien desservi et potentiellement donc accède moins aux soins de premier recours. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste finir la partie diagnostic avec quelques éléments que je voulais vous présenter avant de vous parler plutôt des pistes d'action qu'on a pu mettre en œuvre sur notre territoire. Donc, le programme de réussite éducatif accompagne un certain nombre de jeunes de 2 à 16 ans. En 2024, on était à peu près à 200 accompagnements. L'objectif, c'est d'avoir une approche globale autour de la scolarité, du soutien à la fonction parentale, de l'accès aux soins et de l'accès aux loisirs. Chaque jeune qui est accompagné au PRE, en tout début d'accompagnement, remplit un questionnaire, une enquête où on va identifier ses besoins, ses difficultés. Ce que je voulais vous présenter à travers cette diapositive, c'est que les éléments concernant la santé nous montrent qu'on a quand même une part assez importante de ces enfants, de ces jeunes qui vont soit ressentir des problématiques de sommeil, soit exprimer des problématiques multidis. 9% qui sont déjà diagnostiqués avec des troubles du neurodéveloppement, donc les TND, et quasiment 20%, donc un jeune sur 4, un jeune sur 5, accompagnés au PRE, qui expriment du mal-être. Aujourd'hui, ces chiffres, c'est les mêmes à l'échelle du territoire national. Le mal-être, c'est une difficulté qui est repérée depuis 5 ans, comme la difficulté majeure dans l'accompagnement, en tout cas du PRE en matière de santé, et c'est un indicateur qui évolue peu. C'est-à-dire qu'on a
majoritairement des enfants qui expriment quand même régulièrement un mal-être. Aujourd'hui, ce qu'on a souhaité mettre en place, eh bien, merci Alexandra, c'est ça. Donc là, je vais vous présenter 3 pistes d'action. La première, c'est Parole Écoute Jeune. Donc Parole Écoute Jeune, c'est un lieu ressource, un lieu d'écoute qui permet aux jeunes du territoire du Pays Voironnais, donc qui habitent ou qui sont scolarisés sur ce territoire, de 13 à 21 ans, de pouvoir venir de façon anonyme, gratuite, avec ou sans l'accord parental, bénéficier d'une première, d'une deuxième, d'une troisième écoute réalisée par un psychologue pour lui permettre soit d'être outillé au regard de la problématique qu'il évoque, soit d'être orienté en fonction de ses besoins. La deuxième piste d'action que je voulais vous présenter, vous allez voir, je vais faire un fil rouge après sur l'ensemble de ces pistes d'action, c'est le réseau de lutte contre le harcèlement. Donc les psychologues, j'ai oublié de vous dire, Parole Écoute Jeune est composé de psychologues et d'une assistante administrative. Donc les psychologues appartiennent également à ce réseau. On a parlé rapidement tout à l'heure sur la frise. Aujourd'hui, on a un réseau de lutte contre le harcèlement qui a permis de mettre en place un groupe de travail qui s'appelle Bienveillant, Bienveillé. L'objectif de ce réseau, qui est composé d'une 40aine d'acteurs de secteurs extrêmement différents, donc l'éducation nationale, des éducateurs spécialisés, les forces de l'ordre, on va avoir des professionnels de santé, on va avoir des professionnels d'activités culturelles, on va avoir également la mission locale, on va avoir beaucoup d'acteurs divers et variés qui vont être confrontés régulièrement à l'accompagnement de jeunes qui peuvent subir du harcèlement, donc du harcèlement de rue, du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel. L'objectif, c'est que ce réseau-là, donc qui est piloté par le CIAS, puisse déjà, soutenir ces professionnels qui sont confrontés à ces situations qui sont loin d'être évidentes, de pouvoir les faire monter en compétences sur ce sujet-là, avec cet objectif d'avoir un peu une culture commune sur les ressources du territoire, mais aussi sur la thématique, et enfin de pouvoir mettre en place des actions directement auprès des jeunes et de leurs familles sur la question du harcèlement. Donc pour ce faire, le CIAS propose, donc on fait un appel à volontaires auprès de l'ensemble des établissements du territoire, donc principalement collèges et lycées, pour qu'on puisse faire intervenir une compagnie de théâtre qui réalise en 2 temps, donc un prologue et un spectacle, un événement justement autour de la question du harcèlement. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ce spectacle qui est proposé donc à un ensemble d'élèves de ces établissements volontaires soit également construit à partir de leurs paroles qui ont été capitalisées lors du prologue. Ce spectacle-là, l'objectif, c'est donc de pouvoir le mettre en place dans les établissements scolaires, mais aussi de pouvoir le mettre en place pour tout public. Donc depuis quelques années, on propose également aux communes qui sont volontaires de pouvoir nous soutenir dans la mise en œuvre de ce spectacle-là et de faire en sorte qu'on puisse toucher des professionnels, mais aussi et surtout des jeunes et leurs familles. Moi, au dernier spectacle que j'ai pu participer, sur 180 personnes présentes, on était à peu près à une centaine de jeunes venus avec leur famille. Donc en soi, c'est plutôt positif parce que c'est souvent des événements où on a une majorité de professionnels. Ce réseau-là, ce qui est intéressant, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la force du réseau, c'est également ce réseau qui nous permet d'orienter les jeunes sur Parole Écoute Jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que Parole Écoute Jeune, on a des jeunes qui viennent par eux-mêmes, qui sont orientés également par leur famille, mais surtout qui sont orientés par des acteurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire et qui permettent de repérer des jeunes qui pourraient être invisibles, isolés, et de pouvoir justement les orienter vers ces dispositifs existants. Enfin, la dernière piste d'action qu'on souhaitait vous présenter, donc moi je tenais à vous présenter 3 solutions, 3 pistes d'action, un dispositif, un réseau et un événement. Cet événement, c'est donc un forum. Alors, ce n'est pas mon enfant extraordinaire, c'est le parcours de mon enfant extraordinaire. Donc, très rapidement, l'objectif de cet événement, c'est de pouvoir informer sur le repérage, le diagnostic, la prise en charge, l'accompagnement d'enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Ce qui est assez particulier sur ce forum, c'est qu'on souhaite également que des jeunes qui puissent être concernés par des TND puissent être également présents et prennent aussi les informations qu'ils souhaitent.
Et ce qu'on peut voir sur le dernier forum, c'est qu'en matière de répartition du public, on a donc une majorité de parents, mais on a aussi quand même beaucoup d'enfants qui étaient présents. On a également des professionnels et puis des professionnels qui sont également parents. Ce que je voulais également vous présenter, c'était la diversité donc, du public en fonction du lieu d'habitation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un tiers de ce public qui vient de la ville-centre, un tiers de ce public qui vient des communes qui ont été présentées tout à l'heure, hein, dites semi-urbaines, et on a un tiers du public qui viennent des communes rurales. Ce qui est donc intéressant à travers l'ensemble de ces solutions et de ces pistes d'action, c'est que pour qu'elles puissent fonctionner, elles ont toutes des points communs. Un, c'est s'appuyer sur un réseau fort. Ce réseau, il est coordonné, il est animé justement par le CIAS du Pays Voironnais et on assure cette dynamique-là. Alors, assurer une dynamique de réseau, c'est quand même relativement énergivore, hein. On est tous soumis aux mêmes contraintes, des contraintes de temps, des professionnels aussi qui changent de poste, voilà, des volontés politiques hein, qu'on doit aussi prendre en compte. Mais en tout cas, je pense que c'est essentiel et encore plus sur la thématique justement de l'accès aux soins en milieu rural, de pouvoir s'appuyer sur ce réseau-là qui est déployé à l'ensemble du territoire. Pour moi, le deuxième enjeu qui me paraît aussi très important, et on l'a évoqué rapidement hier sur l'atelier de prise en charge de la précarité des personnes âgées, c'est les enjeux de communication. Alors aujourd'hui, en soi, faire un support de communication, on est relativement tous capables de le faire. Alors il y a des personnes qui le font bien mieux que d'autres et c'est leur métier, mais c'est vrai que voilà, réaliser un support de com, on a la capacité de le faire. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, si un support de com n'est pas accompagné, on n'a pas forcément le même résultat. Ce forum, alors ça demande hein, des moyens humains quand même non négligeables, mais pour finir, ce forum, si on a un tiers des personnes qui viennent des communes rurales, c'est parce que nous avons eu un ensemble d'agents et de partenaires qui ont fait ce travail-là, d'aller informer, de prendre ce flyer, de prendre cette plaquette pour aller expliquer dans les établissements scolaires, auprès des jeunes, auprès des professionnels de santé, ce que ce forum pourrait leur apporter. Et je trouve que c'est quand même non négligeable d'avoir un événement comme ça pour une deuxième édition, d'avoir déjà un public aussi varié. Cette communication, elle est également essentielle pour des dispositifs comme Parole Écoute Jeune, hein, qui sont des dispositifs similaires à des points accueil Écoute Jeune, où on doit sans cesse renouveler notre communication pour s'assurer que les jeunes puissent continuer à franchir ces portes qui ne sont pas si évidentes à franchir aujourd'hui. Et enfin, une dernière chose, c'est que l'ensemble de ces pistes d'action, comme l'a dit Alexandra, elles sont inscrites au sein du contrat local de santé, inscrites également au sein de la convention territoriale globale de notre territoire, et ça permet quand même une certaine visibilité auprès des élus des différentes communes de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous pour avoir présenté tous ces dispositifs. Alors maintenant, on a un temps donc, qui est consacré à un échange donc, avec le public. Donc, si vous souhaitez poser donc, voilà, si vous avez des questions, Marie, donc il y a aussi s'il y a des questions en distanciel. Ok. Et si aussi vous souhaitez peut-être nous faire part d'un dispositif ou d'une initiative que vous avez pu porter sur votre territoire, voilà, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Bonjour, Madame Rovelli, je suis directrice d'un CCAS dans les Alpes d'Haute-Provence à Digne-les-Bains. Et je vous remercie, c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites aussi. Et ça nous renvoie à ce qu'on fait, on se compare, on prend des idées. En fait, moi, je suis directrice du CCAS depuis 2 ans. Et avant, j'étais directrice de la MDPH ou dans d'autres, au département aussi. Et ce que je voudrais juste témoigner, c'est que je me rends compte à quel point, en fait, on est en première ligne et on peut faire du soin sans s'en rendre compte. Et c'est ce que vous expliquez. Il y a, voilà, qu'est-ce qui fait soin, finalement? Et j'ai toujours l'anecdote, quand j'étais à la MDPH, d'entendre parler d'une situation d'une jeune fille qui était très compliquée, qu'on connaît tous, où il y a une problématique ASE, handicap, bref, et où on ne trouvait pas de place ni en CESAD, ni en IME, enfin c'était compliqué.
Et puis, sauf qu'en MDPH, on n'a que le dossier, on a le nom, on en reparle à chaque réunion, il n'y a toujours pas de place. Et puis, j'arrive au CCAS et on a des points d'animation sociale dans les quartiers. Et en fait, on est en région PACA. Et c'était pendant la Coupe du Monde de rugby et on a eu la chance de pouvoir amener plein de gamins au stade Vélodrome. Donc vous imaginez bien ce que ça représentait pour eux. Et puis j'entends un prénom d'une petite qui effectivement sautillait un peu partout. Mais bref, et en fait, elle est partie au stade Vélodrome comme tout le monde. Et il s'agissait de cette petite dont j'entendais parler depuis des mois en MDPH. Et quand j'en entendais parler, vraiment, c'était la fin du monde. Alors que là, elle était très bien. Elle avait juste mis sa veste à l'envers et elle était adoptée par tout le monde. Et c'est juste pour témoigner finalement de ce que j'apprécie dans ce poste que j'occupe depuis 2 ans. C'est ce lien concret et je pense qu'on a vraiment une plus-value par rapport aux administrations plus institutionnelles. Voilà. Et qu'il faut qu'on arrive à conjuguer tous ensemble. Après, peut-être ce qui est intéressant dans ce que vous dites et ce que ça m'a évoqué, c'est que nous, on va quand même encore assez peu sur le champ de la jeunesse. Après, on sait que les organisations dépendent beaucoup des territoires, des historiques de chaque territoire. Des fois, il y a telle association qui gère ça depuis toujours, donc c'est elle qui va gérer. Mais nous, sur le champ de la jeunesse, on y va moins. Là, alors on a un CLSM, voilà. Mais c'est plus le département donc ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'ils vous ont légitimisé sur cette problématique de la jeunesse. Parce que des fois, j'ai l'impression que si nous, on va sur cette thématique, on va nous dire pas touche, c'est notre compétence. Voilà. Merci. Alors, merci pour cette intervention. En effet, quelque part, on a eu le culot d'aller sur cet axe jeunesse sans avoir la compétence jeunesse, mais dans l'idée vraiment d'un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'échelle territoriale est compte tenu aussi peut-être de notre caractéristique, de comment et à l'époque, il y avait très peu de professionnels sur, en particulier, le nord du territoire. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux structuré 20 ans après. Du coup, il y avait vraiment, on a répondu aux enjeux aussi et aux besoins du territoire. Et je vous rejoins aussi sur l'importance d'avoir une posture désinstitutionnalisée, si on veut, quelque part, oui. En tout cas, quand on travaille avec les familles, en particulier celles qui sont en difficulté, et les jeunes. Et c'est ce qui est ressorti du travail d'évaluation qu'on a fait il y a quelques années avec l'appui du cabinet Trajectoire Réflexe sur le programme de réussite éducative qui a mené toutes les évaluations nationales commandées par l'État, etc. Et c'était ce qui ressortait de l'évaluation, c'était que justement, on était perçu, vécu par les familles comme étant pas une institution comme les autres. Et où du coup, on a pu aussi rassurer nos élus en disant, si, on peut aussi être dans la proximité. En fait, c'est pas parce qu'on est à l'agglomération qu'on n'a pas, nous, la possibilité de travailler en proximité avec les familles et être, par exemple, jouer un rôle de médiateur lorsque les familles ont des rendez-vous avec les établissements scolaires et du coup, de jouer un rôle voilà, qui va apaiser, qui va permettre à la famille de prendre conscience d'un certain nombre de choses et où on va y aller à leur rythme, mais où on va les placer comme étant les premiers éducateurs de leurs enfants. Et du coup, dans un système d'acteurs, finalement, qui va être gagnant-gagnant. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Oui, bonjour, Khaled Benmeki, vice-président UD 44. Je voudrais témoigner déjà en tant que parent, parce que moi j'ai 2 filles qui sont concernées depuis plusieurs années par la santé mentale, et Dieu sait que c'est compliqué aussi pour les parents. Vous avez parlé d'Agnaut ou de villes que je connais, et pour autant, en milieu rural, il faut faire du aller vers. Et quand on est dans un village de 500 habitants, que le premier pédopsie il est à 100 bornes, c'est un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est aussi comment
enfin, dans les différentes, et je m'excuse parce que j'ai été pris aussi pendant un petit peu de temps par un appel que j'ai dû prendre. Comment vous travaillez notamment sur la question du scolaire? Il y a un chiffre qui est tabou en France, c'est le nombre de gamins déscolarisés. Donc nous, on l'a fait sur notre ville, hein, c'est 10%, sur une ville de 11 000 habitants. Je pense que ça serait bien de le faire à Haguenau, dans toutes les villes. Combien de gamins sont déscolarisés, même si on n'arrive pas tout à fait à savoir pour quelles raisons? Le premier point. Le deuxième point sur le sujet, on parle de santé mentale, mais on le voit lorsqu'à Nantes, on a eu les assises de la santé mentale, les assises internationales de la santé mentale. La santé mentale, c'est 100% des Français. La souffrance psychique, c'est un autre sujet, puisqu'on a bien vu qu'après le Covid, même des gens qui allaient bien ont vrillé et sont passés dans une souffrance psychique. Donc comment vous travaillez l'aspect scolaire? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Et notamment la question des ambassadeurs. Moi, ce qui a sauvé ma fille, c'est ses copains. C'est les copains qui sont sur les réseaux, qui vous disent attention, elle va faire une connerie. Et donc l'idée et je regarde là un petit peu sur l'UD parce qu'on a des premiers secours en santé mentale. Alors aussi bien pour les agents du CCAS, hein, je rappelle à tous les agents du CCAS que vous faites face à la santé mentale aussi des usagers qui viennent et qu'il y a des premiers secours, en tout cas il y a des formations sur le 44, elles sont gratuites, pour faire face aux usagers qui viennent et qui peuvent avoir effectivement des troubles du comportement, de l'agressivité. Voilà, au-delà de la gestion d'une situation d'agressivité, c'est comment se positionner. Voilà. Et donc, moi, le côté ambassadeur relais des gamins par rapport à d'autres gamins, ça c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que parler de santé mentale, ce qu'on appelle entre pairs, des gamins qui ont 14-15 ans, voilà. Et puis, dernier point, la santé mentale, ce n'est pas qu'une histoire féminine. Je voudrais le dire, hein, je suis le premier des féministes, mais la santé mentale, ce n'est pas que les filles, les jeunes garçons, à qui on apprend dès le plus jeune âge qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fort, mais les jeunes garçons doivent pouvoir parler de leur santé mentale. Et je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez traité de manière catégorielle, en tout cas dans les différents retours que vous nous avez faits. Merci. Je peux juste dire qu'effectivement, par exemple, le travail qui est fait par les jeunes en service civique, unicité, qui vont effectivement au contact de leurs camarades et qui vont parler avec eux de harcèlement, il est pertinent parce qu'effectivement, ils sont des pairs et donc effectivement, c'est des choses qui sont très précieuses et ils essaient de toucher, en tout cas, toute une tranche d'âge. Donc effectivement, quand ils vont dans un collège, ils vont faire, par exemple, toutes les 6e du collège. Collège, lycée, essentiellement dans les collèges hein, d'ailleurs, mais c'est important. Donc effectivement, je pense que ça, c'est un point important. Vous parliez tout à l'heure du repérage effectivement des enfants qui ne vont plus en classe. On a ce qu'on appelle un comité intercommunal de la prévention de la délinquance, et là, on a effectivement une commission qui travaille sur tout ce qui est absentéisme. Et avec ces retours, on arrive effectivement à croiser effectivement les données et repérer effectivement. Mais ça reste quand même toujours très très compliqué, hein, parce que comme vous le disiez, même les parents parfois ont du mal à en parler, à dire mon enfant en fait il ne va plus en classe, il reste dans sa chambre, il ne fait plus rien, il est coupé de tout. Voilà. Et effectivement, vous avez raison, on voit beaucoup de garçons qui sont dans cette situation. Donc effectivement, donc là c'est des choses, et je dirais presque qu'il y a une montée en charge de cette problématique. Moi, je peux rebondir rapidement justement aussi sur la question aujourd'hui de pairs. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que sur les événements qui sont proposés sur notre territoire à destination des jeunes, donc un festival de culture urbaine, le festival qui nous ici s'appelle chez nous Livre à vous, de lecture publique, etc., qui sont à destination donc des jeunes, on essaie dans ces événements-là, à un moment donné, par un moyen divers et varié, donc là par exemple ça va être avec du slam et du rap, de pouvoir parler de santé mentale, souffrance psychique, santé mentale, décrochage. Alors on utilise rarement le terme santé mentale, on utilise plein d'autres termes, comment aujourd'hui la question de l'estime de soi, de la confiance, je vis quelque chose qui est difficile, comment j'ai une capacité à rebondir, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, est-ce que je me fais du mal? Voilà, là par exemple, dans quelques temps justement, on fait intervenir un artiste de slam sur ces questions-là et on invite les jeunes en fait à parler à ce moment-là de
de leur ressenti. Alors, c'est voilà, un peu différent que de franchir la porte d'un professionnel de santé. Je vous rejoins complètement. Aujourd'hui, on a une vraie problématique de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Des problématiques de mobilité aussi hein, dans ces territoires dits ruraux. C'est à prendre en compte. Les questions d'aller vers sont en effet essentielles. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui m'est venu dans la tête, mais c'est reparti. Alors, peut-être que ça reviendra. Alors peut-être juste revenir sur la question de notre système scolaire, du décrochage, voilà. Effectivement, nous, ce qui nous a guidés à mettre en place un programme de réussite éducative sur l'ensemble du territoire des 31 communes de l'agglomération du Pays Voironnais, c'était parce que la mission locale constatait annuellement 120 à 150 jeunes âgés de 15 à 17 ans étaient sortis du système scolaire et donc n'avaient pas de solution, ni d'emploi, ni de formation. Et c'est là où, en fait, face à ce constat-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait comment on peut diminuer ce décrochage scolaire? Donc, je vous parle de ça, c'était en 2004. Hein, c'était il y a plus de 20 ans. Et je me souviens très, très bien qu'à l'époque, l'éducation nationale était dans le déni hein, de ce phénomène-là. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, on le sait bien, mais à l'époque, en tout cas. Et on s'était mis autour de la table avec la mission locale, à l'époque mon service, et puis le CIO, pour essayer de voir, et ça a été les prémices vraiment de la mise en place du programme de réussite éducative, où du coup on a mené, parce que comme il y a un accompagnement individuel des jeunes, qui repose sur les ressources locales, on va dire, selon leurs besoins. Hein. Il y a un diagnostic de la situation qui est posé collectivement dans une équipe pluridisciplinaire de soutien et puis un parcours qui est mis en œuvre où une personne de notre équipe est garant de la mise en œuvre du parcours. Et ça, sur 4 champs d'intervention, hein, que ce soit sur la scolarité, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'accès aux loisirs. Et j'en ai oublié un. Bon, peu importe. Mais bon, en gros, et oui, le soutien à la parentalité, bien sûr, c'est le 4e axe, qui est aussi très important parce que parfois, les parents, c'est pas qu'ils sont démissionnaires, hein, c'est juste qu'ils sont démunis et qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus pour pouvoir accompagner leurs enfants qui sont, s'il y a une problématique de santé, de fait, tant que ce frein-là n'est pas levé, l'enfant ne pourra pas être dans une posture d'apprenant. Enfin voilà, je veux dire, quiconque a une problématique de santé et qui plus est santé mentale ne peut pas être bien et faire le reste qui lui est demandé. C'est pas possible. Donc déjà, c'est d'être dans l'acceptation, d'accompagner cette acceptation des parents. Et ça, c'est un gros travail hein, d'accompagner les parents dans l'acceptation du diagnostic, dans l'acceptation de tout le processus. Et donc, pour en revenir à la question de la prévention du décrochage scolaire, comme sur le territoire, on n'avait pas toujours des actions sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour proposer aux jeunes de manière à prévenir ce décrochage, on a été amené à mettre en place, nous, des actions collectives. Je pense par exemple à des actions qui permettaient de retravailler sur l'estime de soi, développer les compétences psychosociales, qui s'appelle l'espace remédiation, qui permet à des jeunes d'aménager leur emploi du temps en accord avec les chefs d'établissement et du coup de les faire venir 2 fois par semaine sur une permanence avec un intervenant extérieur. Et où du coup, aujourd'hui, les chefs d'établissement sont très preneurs hein, de tous ces outils-là qui leur permet, alors soit, hein, à un moment donné aussi, faut dire ce qui est, de faire en sorte qu'il y ait ce jeune qui parfois perturbe la classe, soit aussi un petit peu ailleurs et laisse aussi respirer la classe, c'est aussi une réalité. Mais n'empêche que quand il revient, il y a quelque chose aussi qui s'est passé qui permet de progresser aussi dans la construction du projet. Et puis on a pu être amené aussi à travailler par exemple sur comment on rend la sanction éducative quelque part, c'est-à-dire qu'un jeune exclu d'un établissement, voilà, qu'est-ce qu'on en fait quel sens ça a? Et donc, comment on peut pallier finalement cette difficulté et faire que des mots soient posés grâce à notre lieu d'écoute psychologique pour adolescents sur les actes qui ont été mis. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place à une époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont à travailler, enfin qui sont dans nos préoccupations pour effectivement être le plus adapté possible. Est-ce qu'une autre personne a une question? Non. Pas de question en distanciel non plus.
Non, il n'y a pas de questions en distanciel. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cet atelier. Alors simplement, je souhaitais vous dire qu'on vous transmettra les diaporamas donc pour les personnes qui se sont inscrites à cet atelier. Et on vous transmettra aussi de la documentation. Vous avez au fond de la salle un guide santé mentale, donc c'est le petit guide, le livret rouge. En fait, c'est un guide qu'on a pu sortir et rédiger au sein de l'UNCAS, qui est spécifiquement dédié au CCAS et au CIAS et qui vous outille pour que vous puissiez mettre en place sur votre territoire des dispositifs pour s'occuper de la santé mentale. Donc n'hésitez pas à les prendre, il y en a beaucoup, normalement il y en a pour tout le monde. Voilà, merci pour votre écoute et bonne fin de congrès. Et pour asseoir vos questions, pour poursuivre, continuer, déployer vos politiques, je me présente, je suis Marie-Hermance Montabor, la coordinatrice du pôle formation, et je vous présente ma collègue Serine Outahar, qui est la responsable administrative du département. Donc du coup, je vais vous proposer des intitulés pris parmi les formations que nous proposons, qui peuvent vous intéresser, qui sont en relation avec la formation, avec la thématique, pardon. Donc on a une formation santé mentale, les fondamentaux. On a une formation développer, animer et coordonner des partenariats locaux, publics et privés. Une formation ingénierie de projet, d'action sociale, du montage du projet à son évaluation. Et une formation innovation sociale, comment passer du projet à l'action. Toutes ces formations, elles sont soit programmées à Paris, soit, et on insiste, de préférence programmées en UD, dans vos unions départementales, sur vos territoires, ou en intra, à votre demande. Voilà. Merci.